Je vais vous parler d'un manchot, bien évidemment, mais un manchot un peu particulier, le manchot de Humboldt. Donc Humboldt, ça s'écrit H-U-M-B-O-L-T. C'est une espèce de manchot qui fait 68 cm, qui a un poids de 4,5 à 4,9 kg, un bec de 6 cm, des ailes de 17 cm et des yeux rouges marrons. Il appartient au genre Spheniscus, exactement comme le manchot précédent dont on avait parlé, le manchot de Magellan. Souvenez-vous, le petit Gin, le manchot qui était allé voir son pote au Brésil. Mais je vous renvoie à cette chronique, vous pouvez aller l'écouter, Raph peut en témoigner, c'est une histoire qui est vraiment très émouvante et qui est racontée par le rappeur Lorenzo. Mais bref. Il y a le lien si jamais vous voulez voir. Exactement, il y a le lien qui est en description, tout à fait. Alors le manchot de Humboldt ou Spheniscus humboldti se trouve uniquement sur la côte du Pacifique, du Pérou et du Chili, entre les latitudes 5 degrés et 35 degrés sud. Malgré la forte chaleur y régnant, car les côtes sont des déserts, les manchots peuvent y vivre grâce au riche écosystème du courant froid de Humboldt. D'où leur nom. Le courant de Humboldt, ou courant du Pérou, est un courant marin de surface parcourant l'océan Pacifique. Il prend naissance près de l'Antarctique et il est froid. Oui, très froid, car il est environ de 7 à 8 degrés inférieur à la température moyenne de la mer à la même latitude. Il longe les côtes du Chili et du Pérou, riche en plancton, avec des eaux très poissonneuses que le manchot de Humboldt va fortement apprécier. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le courant de Humboldt? Il est tout simplement nommé après le naturaliste Alexandre de Humboldt. Sachez que durant le phénomène El Niño, le courant de Humboldt disparaît et laisse sa place à un courant chaud, diminuant le plancton et augmentant alors les précipitations de la façade pacifique de l'Amérique du Sud. Bon, on y reviendra bien évidemment à cette histoire de El Niño. Alors retournons à notre manchot de Humboldt, le devant est blanc, le dos et la tête sont d'un noir un peu brillant, il y a une bande noire qui se trouve sur la poitrine et le ventre, des taches noires également sur la poitrine, la peau de la tête est rose, le bec est noir, les pieds sont noirs et roses, et les oiseaux juvéniles de moins de 2 ans n'ont pas la tête distinctive, la bande ni les taches noires. En gros, il ressemble quand même vachement beaucoup au manchot de Magellan, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est du même genre finalement. Ses ailes rigides et fuselées lui permettent de nager jusqu'à 30 km/h. Les différentes couches de plumes lui assurent une parfaite isolation thermique et la couche d'air entre la peau et les plumes une bonne flottabilité. Les manchots de Humboldt partagent souvent leur colonie avec d'autres oiseaux marins, mais lui, il préfère être dans des terriers ou dans les rochers. Là où le guano accumulé est extrait, les manchots ne peuvent pas faire de terrier, ils sont alors obligés de faire leur nid à l'extérieur, utilisant, comme certaines autres espèces de manchots, des petits cailloux, des feuilles et des brindilles. 2 œufs de différentes tailles sont pondus et couvés pendant 35 jours. Le premier œuf survit rarement. Les parents continuent par contre à nourrir le second poussin jusqu'à l'âge de 2 mois et demi. Ils mangent du coup principalement des poissons, sardines et anchois, mais aussi occasionnellement des céphalopodes, du krill ou d'autres espèces de tout petits poissons. Pendant que les 2 parents sont en mer, les poussins sont alors regroupés en crèche pour se protéger des différents prédateurs, notamment les mouettes, les renards, les chiens ou les rats. Les parents doivent quant à eux affronter en mer les phoques à fourrure, les otaries et même parfois les requins. Sachez que certaines chauves-souris vampires vivent dans des grottes sur la côte et vont parfois s'abreuver en sang sur les manchots endormis. Et oui, pauvres petits manchots dévorés par des chauves-souris vampires. Mais toutefois, le plus grand ennemi du manchot de Humboldt, je suis certain que vous le connaissez. À votre avis, c'est l'orque. L'orque, le phoque. Et non, c'est pire qu'un orque. Les orques, c'est nous, exactement, aiment affronter les humains, parce que les humains sont le pire ennemi de la nature. La pression de l'homme est très importante. Dès 1850, l'exploitation des fientes de manchots comme engrais naturel a entraîné son déclin, car cette matière lui est indispensable pour la fabrication des nids. Les populations de manchots sont ainsi fragilisées par la chasse, la pêche intensive, les industries minières, la pollution, les activités récréatives des humains, sans compter la récolte des œufs, l'introduction de nouvelles espèces prédatrices et le tourisme bien évidemment de tous ces gentilles personnes qui vont tranquillement aller voir les manchots sur les plages où ils nichent. Avec une population humaine de plus en plus présente dans les différents archipels proches de la côte, le manchot est aujourd'hui
aujourd'hui une espèce vulnérable car sa population est d'environ 4500 à 8000 individus seulement. En plus des raisons citées ci-dessus, c'est surtout le phénomène El Niño qui est catastrophique pour cette espèce. Finalement, El Niño c'est quoi ? Ça fait plusieurs chroniques que j'arrête pas d'en parler, etc. Ça a l'air un peu compliqué, alors on va en parler maintenant. El Niño, c'est un phénomène naturel périodique qui n'a commencé à être compris que très récemment. Il se traduit par une modification des vents et des courants marins habituels. La surface de la mer est réchauffée et la remontée des eaux riches en nutriments est réduite. Cette baisse de nutriments affecte le plancton, le krill et les petits poissons, et par conséquent toute la chaîne alimentaire des animaux marins. Donc les manchots meurent de faim. Et oui, en 1982, El Niño a causé la disparition de 65% de la population de manchots sur les côtes du Pérou, c'est énorme. Et ouais, c'est énorme. Pour le moment, on n'arrive toujours pas trop à comprendre si El Niño c'est vraiment un phénomène qui est 100% naturel ou si on l'influence pas quand même malgré tout avec toutes les merdes qu'on fait derrière. Mais bon, ça, on verra ça dans le futur. Pour terminer sur une petite note positive, le manchot de Humboldt est l'un des manchots qui se trouve le plus en captivité dans le monde. En le lisant, je me rends compte que c'est peut-être pas une note très très positive. Non, mais j'ai vu la photo du pingouin en question, effectivement. Il ressemble pas mal à celui de Magellan, et en fait, c'est les petits pingouins qu'on voit en général dans les Exactement, ceux qui sont dans les parcs. Par exemple, il y en a dans le parc aux oiseaux dans l'Ain, pour ceux qui habitent du côté de Lyon. Moi, j'en avais vu à Barcelone, il y en a, je crois, à Paris. Il y en a vraiment un peu partout. C'est souvent le manchot de Humboldt qui est présent. Pas certain que ça aide vraiment à sauver l'espèce, mais bon. Par exemple, au zoo de Beauval, il existe une manchotte de 25 ans, Senna, qui a eu un œuf juste avant de mourir. C'est une histoire qui est assez mignonne parce que du coup elle a cherché à avoir des œufs pendant très très longtemps et elle a fini par en avoir. Vous pouvez voir leur chaîne. Vous pouvez avoir l'histoire sur la chaîne YouTube du zoo de Beauval. Un autre exemple qui est assez chouchou, c'est l'histoire de deux manchots de Humboldt homosexuels mâles du zoo de Bremerhaven dans le nord de l'Allemagne. Ils ont adopté un bébé de leur espèce qu'ils ont couvé eux-mêmes. En effet, il s'agissait d'un des œufs qui avait été rejeté par les parents biologiques avant l'éclosion, parce que souvenez-vous, il y a 2 œufs, donc ils en jettent souvent un et ils s'occupent que d'un autre. Et ben eux, ils ont adopté l'œuf. Et malgré les tentatives répétées des vétérinaires pour replacer l'œuf dans le nid d'origine, les parents persistaient à le rejeter et le couple homosexuel continuait à essayer de le récupérer. Donc du coup, l'œuf a été confié à le couple de manchots mâles du zoo, dans l'espoir qu'ils le nourrissent et qu'ils l'élèvent. Donc du coup, tant mieux, l'œuf a éclos. Et aujourd'hui, ce couple se comporte avec lui comme de vrais parents, avec l'alternance, etc., la toilette, ça marche vraiment de la même manière. Pourtant, le zoo de Bremerhaven avait fait le gros titre en 2005, lorsqu'ils avaient fait venir 4 femelles manchots de Humboldt de Suède, dans le but de séparer les couples homosexuels et d'encourager la reproduction de l'espèce, ce que la communauté LGBT avait très très mal pris. Voilà, donc c'est une histoire qui est assez fascinante. Donc d'un côté on peut comprendre que ce soit mal pris parce qu'ils essayent de rendre hétéros des manchots homosexuels, mais d'un autre côté le but était d'essayer de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de bébés manchots, donc les deux côtés peuvent se comprendre. C'est juste qu'il y a probablement eu une très mauvaise communication faite dessus. Et voilà, je voulais terminer avec ces exemples un peu trop chouchous de manchots qui continuent à vivre malgré tout enfermés par des humains. J'espère que vous avez appris des choses. Oui, toujours avec les pingouins. Toujours avec les... Alors cette histoire de zoo, moi c'est toujours un petit peu le moindre mal de... Enfin le moindre mal, non c'est pas ça, mais... ce que je veux dire, c'est à la fois on se dit heureusement qu'il y a les zoos pour aider à ce que l'espèce ne disparaisse pas. Ouais. Et en même temps, si on n'avait pas largement participé sans doute à détruire leur écosystème, peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'en avoir dans des zoos pour les protéger, quoi. Ouais, complètement, c'est ça, c'est le truc qui est un peu paradoxal, c'est que c'est un peu de notre faute s'ils ont plus d'environnement et du coup on essaye de les sauver malgré tout en les enfermant, quoi. C'est comme si j'arrêtais une hémorragie sur un mec alors que c'est moi qui lui ai pété la gueule 2 minutes avant. C'est vrai que là, c'est une belle métaphore. Je l'empêche de mourir, mais d'un autre côté, j'étais pas obligé de le fracasser avant. La métaphore est très claire. La métaphore est extrêmement claire et merci Sam pour cette métaphore qui est très bonne à prendre, je trouve. Très pertinent, ouais. Je suis assez d'accord. C'est un peu l'histoire des manchots, ça. Mais c'est ce que j'avais dit dans la chronique sur le manchot de Magellan, c'est que c'est très spécifique à ce genre-là, le genre, attends, ils ont un nom à coucher dehors, le genre blablabla Spheniscus, parce que ça fait partie des manchots qui sont les plus proches de l'humanité. Et donc du coup, c'est eux qui ont pris le plus cher pour le moment parce qu'on est vraiment, en train de vivre avec eux. Donc c'est aussi pour ça que c'est eux qui sont dans les zoos, parce que ils sont capables de vivre techniquement parlant sous nos latitudes à nous sans mourir trop de chaud. Et voilà.
Et franchement. Et franchement, voilà. Non, mais en fait, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, on va faire une putain de transition pour donner la balle à Roman et à Raph. Et là, je me suis dit, en fait, la balle, je la donne à qui? Et surtout, comment je fais une transition? Et j'ai une question à te poser, Raph. Est-ce que il existe des mangas avec des manchots? Il existe des mangas avec des manchots. Alors, de souvenir, il me semble qu'il y en a une. J'ai une image de ça. Je sais pas si on peut le trouver. Si on met. Vas-y, attends, on va chercher. Regarde, j'ai mis Penguin et j'ai mis manga et gun, mais ça a pas trouvé. Je crois qu'il y en avait un avec un sorte de Ah oui, j'en vois un avec des pistolets et tout. Alors sache que moi, les pingouins dans les c'est pas mais c'est Fairy Tail, non? Alors, parce que je vois un truc qui s'appelle Animal Soul Penguin Fairy Tail Wiki. Ce que je viens de voir, apparemment dans le manga Chainsaw Man qui est sorti il y a pas très longtemps. Et voilà, c'est pas dans apparemment, il y a une page avec un pingouin. Alors comme je connais pas du tout le manga, je ne sais pas si c'est un vrai pingouin, si c'est une transformation et surtout ce qui va arriver à ce pauvre animal, mais voilà. Moi, je me rappelle surtout les pingouins. Quand j'avais les pingouins, c'est parce que je jouais c'est un manchot papou. Un jeu de course. Un jeu de course il y a très très longtemps. PlayStation 1 qui s'appelait Motor Toon. Ok. Je sais pas si vous connaissez. Du tout, non. Motor comme motor en anglais et Toon T2ON. Et en fait, ce qui me traumatisait, c'était des conducteurs en fait qui étaient dans des petits bolides, des voitures en fait, et tu devais les dépasser pour faire premier et tout. Et parmi ces personnages en fait, vraiment de PS1, t'avais les Penguin Brothers. Ok. Qui étaient des pingouins de la mafia. Si tu tapes Penguin Brother Motor Toon, tu vas les voir, ils sont avec leurs petits gilets jaunes et leur chapeau style mafieux. Et ils m'avaient traumatisé. Ils ont inspiré les pingouins de Madagascar, vous pensez ou pas? Ah, je ne sais pas. Question mafieux. Peut-être. Ah oui, c'est rigolo. Attends, image. Ah oui, ils ressemblent en fait, c'est des gorfous. C'est des gorfous. Attends, vas-y, donne-moi l'image. Sur Discord. Sur Discord, je vous mets l'image dans salle de pause. Voilà, eux, ils m'y ont un peu pensé. Ils font bader à mort, ils sont dégueulasses. Ah mais tellement. Et franchement, il existe une vidéo de ça. À la fin de l'enregistrement, je vous l'enverrai, où en fait ils sont en train de jouer au poker et les autres les traitent de menteurs et ils retournent la table de poker et ils sortent les guns, ils tirent dans tous les sens. Ah ouais. Ouais, je veux bien, je le mettrai. Je pense que je l'additionnerai au montage. Mais sinon, le manga dont tu parles, ça a l'air très très chouette. Oui, Chainsaw Man Penguin. Là, je le vois. Alors, je le dis aux auditeurs. C'est un manchot à jugulaire que visiblement le héros a l'air de l'adopter parce qu'il le tient dans ses bras et tout. Mais on voit vraiment, il est super bien dessiné. Hein. Il y a même un comparatif là que je vois sur Reddit. C'est assez chouette. Alors, est-ce que c'est une vue de l'esprit? Est-ce que c'est une déformation mémorielle ou pas? Ouais. Il n'y a pas un moment dans GTO, alors là ça parle aux plus vieux, hein, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Est-ce que dans GTO, il n'y a pas un truc avec un pingouin? Alors je sais pas, je me souviens pas. Je sais plus. Franchement, GTO, j'ai regardé c'est peut-être un souvenir complètement fabriqué par mon esprit, c'est possible. Mais dites dans les commentaires si vous avez ça qui vous revient à l'esprit, si vous savez s'il y a des pingouins dans GTO parce qu'il faut qu'on le sache. D'ailleurs, on dit pingouin, mais il faut dire manchot. Hein. Rappelez-vous, nous sommes français, nous ne sommes pas à la botte des anglo-saxons qui ne savent pas faire la différence entre un pingouin et un manchot. Mais en tout cas, il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de manchots dans ce manga Chainsaw Man. Et attends, je suis curieux, avant de te laisser la parole, Raph, je vais aller voir sur Wikipédia qu'est-ce que ça raconte en fait, Chainsaw Man. C'est un mec qui est de souvenir à la place de la tête, à des tronçonneuses, même la tête. C'est ça. Et tout. Okay. C'est un truc. Et que viennent foutre les manchots là-dedans? Apparemment, c'est très divertissant comme manga, c'est très bien. Ok, d'accord. Attends. D'ailleurs, il existe aussi je viens de voir aussi un film, je sais pas si tu connais, un film d'animation sur les pingouins. Les pingouins de Madagascar? Non, un film d'animation japonais, style Miyazaki. Ok, ah ouais, trop bien. Qui s'appelle Le Mystère des Pingouins. Le Mystère des Pingouins? Un film de 2018. Ouais, film d'animation, et tu vois en fait un petit pingouin, je sais pas ce que c'est. Mais il est trop chouchou. Bah lui c'est un peu la caricature du manchot. De base comme ça il ressemble à un Adélie avec la tête toute noire dans l'ensemble. Ok, et c'est un Miyazaki du coup, c'est un Ghibli alors? Non, je sais pas. Non, c'est pas Miyazaki, okay. De style un peu. Et oui, c'est un film d'animation japonais réalisé par Hiroyasu Ishida,
qui est sorti en 2018 au Japon et en France en 2019. Ok, qui a été écrit par Tomihiko Morimi. Trop bien, d'accord, ok, y a pas vraiment de résumé donc je sais pas trop ce que ça raconte, mais il y a l'air d'avoir plein de manchots un peu partout. Ok, bah comme quoi on peut lier finalement Japon et pingouin. Et si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.